Donc là, on vous présente les évolutions réglementaires entre le POS et le PLU en vous s'appuyant sur deux exemples qui doivent vous parler. C'est le centre-ville, d'une part, le centre-ville historique, et ensuite la hébergerie. Donc deux tableaux comparatifs qu'on a fait un effort de résumer pour bien essayer de pouvoir comparer les règles, sachant que c'est pas toujours évident puisque les lois ont progressé ont évolué entre les POS et les PLU. Alors, en fait, ce sont les articles 1 et 2, ce sont les occupations et autorisations du sol. Il y a une évolution des articles du règlement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on compare le POS, la zone UA du POS, et le PLU, le secteur en fait UAA, qui correspond au secteur du centre historique. On est sur les mêmes parties du territoire, donc le centre historique de Villefranche. Donc le POS, il fixe encore, parce que c'est toujours le document applicable, les destinations des constructions autorisées, alors que le PLU fixe ce qui est interdit. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Il faut changer un peu la manière de penser, on doit tous s'y adapter. Ce sont les règles qui ont évolué. À l'article 5, c'est la superficie minimale des terrains. Donc dans la zone UA du POS, on ne peut pas construire si on n'a pas un terrain qui fait 150 mètres carrés. Ah oui, voilà, pour tout ce qui est interdit n'est pas autorisé, c'est vraiment pas nous, c'est la loi SRU en fait qui nous demande de mettre à l'article 1 toutes les destinations qui sont interdites. Et par défaut, mais toutes les règles sont faites comme ça, c'est une évolution des lois, on n'a aucune maîtrise là-dessus. Et également, donc l'article 5, la superficie minimale des terrains, donc au POS, comme je vous le disais, c'était 150 mètres carrés minimum pour construire une nouvelle construction. Par contre, au PLU, en fait, cette règle est interdite désormais. Elle n'est possible que dans des secteurs qui ne seraient pas desservis par les réseaux. Donc vraiment des secteurs très isolés à la campagne, pour lesquels on limite la taille des terrains, mais c'est très rare dans les PLU, surtout en Île-de-France, que ces parties-là du territoire, il n'y en a pas beaucoup. Donc le PLU ne fixe pas de règle à cet article 5. À l'article 9, c'est l'emprise au sol des constructions. Donc là, c'est la superficie qu'occupe juste la construction. Et le rapport entre la superficie qu'occupe la construction et la superficie totale du terrain. Donc au POS, on était à 40% en zone UA et à 50% pour les destinations de commerce. Au PLU, on est à 60%, effectivement on est un peu plus haut, et à 75% pour les commerces artisanats, mais seulement en rez-de-chaussée. À l'article 10, c'est la hauteur maximale des constructions. Donc au POS, on est à 9 mètres, mais à l'égout du toit, donc il faut bien voir la différence. Là, c'est aussi un changement de règle. On nous demande maintenant de mesurer la hauteur des constructions, la hauteur totale, puisqu'il y a de plus en plus de constructions à toiture terrasse. Donc, pour simplifier la règle, on fait la hauteur totale, et puis on ne fait plus de règles à partir de l'égout du toit comme on faisait souvent dans les POS. Donc on a 9 mètres au POS, ou R+2, donc rez-de-chaussée plus 2 étages. Soit, donc on a mis en rouge pour vous indiquer une hauteur totale de 12 mètres, considérant que dans le centre historique, c'est surtout des toitures à pente, donc on peut rajouter pour 3 mètres environ pour la toiture. Et donc au PLU, on a une hauteur totale de 12 mètres, donc là, pas de changement de règle par rapport au POS. À l'article 11, donc, qui traite des aspects extérieurs des constructions et l'aménagement de leurs abords. Il y avait un cahier de prescription, il y avait des règles à l'article 11 du POS, plus un cahier de prescription architecturale. Ces prescriptions ont été reprises dans le cadre du PLU et validées par l'architecte des bâtiments de France. Parce qu'en fait, l'ensemble quasiment du secteur UAA du PLU est concerné par le périmètre de protection des monuments historiques. Vous avez l'église, vous avez le château de Grand-Maison. Et en fait, donc tous les permis de construire seront suivis par l'architecte des bâtiments de France. Donc là, forcément, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a des prescriptions particulières, notamment pour garder les perspectives, les cônes de vue sur les bâtiments intéressants. À l'article 12, ce sont les obligations en matière de stationnement. Le POS demandait 2 places de stationnement par logement. Le PLU a légèrement évolué en essayant de s'adapter plutôt au fait qu'on soit en habitat individuel, soit en habitat collectif, en différenciant les normes selon la CHON, donc la surface habitable en fait, qui était créée. Donc on est à moins de 200 m² de CHON, on doit créer une place par tranche de 80 m², puis qu'on est à plus de 200 m² de CHON, donc plutôt des grandes constructions, donc probablement plus de logements. Oui, alors la CHON, c'est la surface
hors œuvre nette, en fait, c'est la surface habitable. C'est la surface de plancher que vous pouvez habiter. Donc ça enlève les murs, les espaces communs, enfin tout ce qui n'est pas habitable directement. Ce qui la différencie de la SHOB, la surface hors œuvre brute. Hors œuvre brute, pardon. Et donc, pour plus de 200 mètres carrés de SHOB, on a une place par tranche de 40 mètres carrés. Et enfin, donc le dernier article, le fameux COS, le coefficient d'occupation du sol. Donc là, le COS, en fait, c'est le rapport, c'est la surface habitable que vous pouvez construire en fonction de la taille de votre terrain. Donc par exemple, si vous avez un COS de 0,5, pour faire simple, vous avez un terrain de 200 mètres carrés, et ben vous pouvez construire 100 mètres carrés habitables. Après, ces 100 mètres carrés peuvent se répartir sur un étage, 2 étages, 3 étages, selon les règles de hauteur qui sont définies dans le... Oui, il y a bien sûr d'autres règles qui ne sont pas exprimées là, puisqu'elles sont notamment les règles d'alignement par rapport à la rue, par rapport à la limite séparative. Mais là, c'est tellement variable en fonction des parcelles que c'est du cas par cas, et là, il faut voir en fonction de sa parcelle et voir comment ça peut être construit. Parce que si vous avez une parcelle qui est très fine, pour avoir des grandes constructibilités, votre construction ne fera pas plus de 10 mètres, 12 mètres de large. Donc finalement, vous serez limité du fait de la taille de la parcelle et de sa forme. La constructibilité sera limitée de fait. Donc nous, on n'a pas... Donc il y avait un COS de 0,6, il y a un COS de 0,6 au POS. Nous, on n'a pas fixé de COS. C'est également une demande des services de l'État qui nous demande de plus en plus de supprimer les COS. Parce qu'en fait, on considère que on peut mieux gérer les formes urbaines par d'autres règles. Donc toutes les autres règles, les 13 autres articles du règlement. Et en fait, là, si on a fait des petits calculs pour essayer de bien comparer les constructibilités, on se rend compte qu'en fait, avec les normes de stationnement qui sont fixées et la taille de vos terrains, finalement, si vous créez, par exemple, si on prend une habitation collective, donc ce serait quelqu'un qui viendrait implanter un immeuble, et s'il crée 10 logements, il sera obligé de créer 40 x 25 mètres carrés d'espace de stationnement, et finalement le terrain il est trop petit, donc il ne peut pas accueillir autant de logements. Donc de fait, en fait, la constructibilité est limitée. En fait, les différences sont très limitées. Et surtout dans le centre-ville, en fait, le COS qui est fixé de 0,6 du village, pardon, donc le centre historique, excusez-moi, en fait, de 0,6, il est très faible par rapport à la réalité du terrain. Parce que si vous regardez le parcellaire, vous vous rendez compte que le COS actuel, constaté aujourd'hui, il serait plutôt de 1, voire plus. C'est très très dense, ce centre historique. Enfin, tous les centres historiques sont un peu faits comme ça. Donc maintenant, je vais passer à la hébergerie. Donc en allant un peu plus vite, parce que les deux premiers articles, on les a déjà vus. L'article 5, c'est la même chose pour les deux premiers articles. L'article 5, le POS faisait une différence entre maisons individuelles qui pouvaient s'implanter. On peut construire une maison individuelle dans le secteur de la hébergerie à condition d'avoir un terrain de 400 mètres carrés. Aujourd'hui, des terrains de 400 mètres carrés à l'hébergerie, je pense qu'il y en a une dizaine. J'ai essayé de faire le compte, il n'y en a pas beaucoup. En fait, les règles du POS, elles sont pas adaptées au parcellaire d'aujourd'hui. Puisqu'en fait, on ne pourrait pas construire la maison que vous avez, si les gens qui sont là ont une maison à la hébergerie, on ne pourrait pas la construire aujourd'hui parce que le parcellaire il est trop petit. Donc en fait, c'est une autre vision, une autre façon de construire. Et pour les immeubles, c'est un peu pareil, puisqu'il faudrait 2000 m² de terrain pour construire un immeuble. Donc pour vous trouver 2000 m² de terrain à la hébergerie, c'est pas très simple, puisque les parcelles sont petites. Donc nous, la règle est toujours interdite dans les PLU, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis. À l'article 9, vous avez une emprise au sol qui est de 40% au POS, et on permet une extension de l'emprise au sol de 15% pour les vérandas et les extensions qui sont inférieures à 15 m². Nous, pour faire plus simple, on a mis 55% à tout le monde, pas seulement que pour les extensions, parce qu'en fait, on a vu aussi que la constructibilité était souvent bloquée par cette emprise au sol, et notamment pour permettre des extensions des maisons, suite aux demandes qui ont été faites en mairie depuis quelques années d'avant. En termes de hauteur, donc là en fait ça n'a pas changé, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc la maison individuelle, on était à 9 mètres à l'égout, ou R+2, soit un total de 11 mètres de haut. Et pour les immeubles, on était à 12 mètres à l'égout du toit, et puis ou R+3, donc rez-de-chaussée plus 3 niveaux, soit une hauteur totale de 14 mètres.
Et en fait, pour le PLU, nous, on est resté à 12 mètres. Donc là, on est en dessous de ce que permettait le POS, notamment pour les immeubles. Donc sur l'ensemble du secteur UBB. Le stationnement, c'est le même que tout à l'heure. Et puis en termes de COS, donc on a 0,5 au POS, et on n'a pas de COS au PLU, sachant que le 0,5, en fait, on se rend compte quand on fait des petits calculs que c'est aussi ça qui bloque la constructibilité, puisque souvent c'est le COS qui empêche de construire une petite extension, un petit aménagement en plus, ou d'aménager tout simplement des combles en fait, qui sont existants mais qui créent de la surface habitable supplémentaire. Donc vous avez vos combles, vous ne pouvez pas forcément les aménager puisque vous avez déjà dépassé la constructibilité qui est autorisée. Donc là, juste un petit point pour revenir, parce qu'on avait beaucoup insisté sur les qualités du quartier de la Hébergerie, et nous, ça nous a vraiment... on était attachés à ça, donc c'est pour vous montrer la traduction réglementaire de ces caractéristiques dans le PLU. Et en fait, donc c'est ce qui est mis là, c'est que le PLU vise la préservation des caractéristiques donc urbaines, mais aussi architecturales de la Hébergerie, tout en permettant aussi de répondre à vos demandes, parce que ces quartiers-là, ils sont intéressants, mais il faut aussi qu'ils puissent vivre, que vous puissiez vivre bien dans ces maisons qui ont déjà quelques dizaines d'années. Donc à l'article 11, quelques règles permettent de préciser justement comment préserver ces caractéristiques. Donc on indique par exemple que les proportions volumétriques des bâtiments d'origine les plus hauts dans chacune des opérations d'ensemble devront être préservées ou constituer un référent pour les extensions par surélévation. C'est un peu compliqué, ça veut dire qu'en fait la hauteur des constructions ne dépassera pas les bâtiments les plus hauts que vous avez aujourd'hui, tout simplement. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception identique à celle de l'ensemble des bâtiments originels. Là c'est la même chose, on garde des toitures qui ont la même forme, la même morphologie pour garder une unité architecturale sur l'ensemble de l'opération. En fait, on essaie juste de retrouver les qualités d'origine de cette grande opération qui en plus occupe une grande partie du territoire urbanisé de la commune. Donc également pour la proportion des percements. Les clôtures, on voit bien que ce qui est agréable finalement dans ce quartier, c'est de la présence du végétal, et que quand on se promène sur les espaces publics, ce qui est bien, c'est d'avoir aussi ce végétal, parce qu'il y a quelques espaces, quelques squares, quelques espaces verts, mais finalement c'est un quartier qui est assez minéral. Donc si on enlève les haies qui étaient là à l'origine, c'est vrai qu'on a de moins en moins de végétal, et là c'est encore une réponse à la biodiversité, au développement durable. Donc, et le dernier point, c'est la protection des espaces paysagers. Justement, ils ne sont pas très nombreux, donc le PLU s'attache à les préserver. Donc c'est à la fois les squares, le mail que vous avez qui rejoint le centre-ville, également des arbres remarquables que le PLU protège en fait au titre justement des espaces paysagers protégés que je vous ai présentés tout à l'heure. Et puis également les fameuses fresques de l'Esbounite qui participent du charme de ce quartier et puis qui sont identifiées au titre de l'article L123-1-7 également, donc du Code de l'urbanisme, qui permet de protéger des espaces naturels, mais aussi des espaces construits, des espaces bâtis remarquables, donc les fresques en font partie, donc elles sont protégées.